Bonjour à tous. Donc pour cette introduction théorique à la journée de psychosomatique du groupe toulousain, je vous propose de partir des deux textes de Pierre Marty, celui de 1958 qui s'intitule La relation objectale allergique et le second de 1969 qui s'intitule Notes cliniques et hypothèses à propos de l'économie de l'allergie. Ensuite, je poursuivrai rapidement sur la contribution de Michel Fin, qui a été réélaborée plus tardivement par Gérard Zweig, dont je dirai aussi quelques mots dans les années 90. Alors en 1900, dans les années 1950, Pierre Marty travaillait à cette époque-là dans la continuité des travaux américains, en particulier de ceux d'Alexander. Et ces travaux cherchaient à lier une pathologie somatique donnée à une constellation sémiologique psychique spécifique. Cet article de 1958 va représenter le dernier effort de Pierre Marty de s'inscrire dans cette tentative de lien. Donc je le cite, Pierre Marty disait « L'espoir persistait de découvrir de véritables structures psychosomatiques liant régulièrement certains systèmes psychiques et certaines affections physiques déterminées. L'attente fut globalement déçue. Le type mental dit allergique répond encore seul, aujourd'hui, à cet espoir. » Et puis, s'il y avait les influences américaines, il y avait également les influences côté français avec les travaux de Maurice Bouvet sur la relation d'objet, où Maurice Bouvet a décrit la distance à l'objet, et Pierre Marty a eu envie d'enrichir cette contribution des travaux de Pierre Bouvet, et l'influence des travaux de Pierre Bouvet fut majeure pour Pierre Marty. Alors, pourquoi il a eu envie de contribuer? Parce que Bouvet avait décrit des mécanismes névrotiques qui visaient à maintenir la distance à un objet interne et qui était psychiquement représenté. Or, Pierre Marty avait constaté avec bon nombre de patients atteints de diverses affections allergiques que la distanciation là se faisait de façon réelle, géographique, dès lors qu'un objet était conflictuel dans le réel. Donc Marty avait remarqué qu'il existait chez ces patients des mécanismes défensifs différents des mécanismes défensifs intrapsychiques connus jusqu'alors et décrits en psychanalyse. Donc c'est dans ce contexte que s'inscrit en 1958 la relation objectale allergique. Donc, quand Marty emploie le terme allergique, donc dès 1958, il émet une certaine prudence qui se verra confirmée une dizaine d'années plus tard, puisqu'il ne s'agit pas pour lui de désigner la réaction anormale du système immunitaire contre des éléments étrangers à l'organisme, mais avant tout de décrire une relation objectale originale et singulière et apporter ainsi une contribution importante à la psychopathologie. Alors, dès le début de son texte, Pierre Marty parle d'un véritable système de la relation d'objet allergique. Et l'originalité de son apport en systématisant ainsi la relation d'objet allergique concerne la description de deux mouvements essentiels et successifs dans lesquels le sujet est activement engagé dans sa relation à l'autre. Donc le premier mouvement, dès que le sujet rentre en contact avec l'objet, ça concerne la saisie immédiate de l'objet, à savoir une identification totale et profonde au sens d'une interpénétration confinant à la fusion du sujet avec l'objet jusqu'à la confusion sans nuance des identités. Alors, pour illustrer ce mécanisme, Pierre Marty va donner dans son article de 1958 des exemples de lapsus
où, dès les premières minutes de l'investigation, le discours du patient vient révéler cette confusion entre la personne de l'examinateur, donc ou du médecin, du psychologue, voilà, et la personne propre du patient. Alors, par exemple, le patient va pouvoir dire: je viens vous voir parce que vous êtes asthmatique. Ou encore, vous désirez sans doute que je vous parle de votre. Alors, je cite Pierre Marty: cette saisie de l'objet pour se mêler à lui apparaît ainsi comme une véritable confusion du sujet, incapable d'emblée de déterminer les limites qui le distinguent, le séparent et l'éloignent en fait de son objet. On peut donc parler d'un objet hôte, H-O-T-E, aux deux sens du mot, à savoir le sujet habite l'objet de la même façon qu'il est habité par lui. Alors Valérie Bouchra-Hu nous fait remarquer que c'est un mécanisme qui pourrait se rapprocher tout à fait de la symbiose dans les psychoses. Mais il en diffère. Il en diffère parce que la fusion est avant tout psychique, sans altération de l'ancrage dans le réel. Et la relation symbiotique revêt un statut défensif dans la relation allergique, alors qu'elle forme un registre de problématiques indépassables dans la psychose. Le second temps consiste en l'aménagement progressif de l'objet hôte selon un mouvement plus long dans le temps et plus nuancé, constituant une véritable installation dans l'identification première. L'aménagement vise à réduire la distance avec l'objet jusqu'à donc l'indistinction par un double travail concomitant. D'abord un travail projectif en dotant l'objet de ses qualités propres, des qualités propres donc du sujet, et un travail identificatoire en se parant, le sujet va se parer des qualités de l'objet, renforçant ainsi l'interpénétration première qu'il y a eu donc dans la saisie immédiate de l'objet dès le départ. Ainsi, de cette façon, le sujet allergique va installer des objets hôtes permanents, que Marty décrit comme des objets adoptés, ayant fait leurs preuves, et que le sujet tient à sa disposition comme objet de secours devant les vicissitudes de sa vie relationnelle. Alors, précisons qu'il existe certaines particularités de l'identification du sujet allergique. Habituellement, quand on parle d'identification en psychanalyse, l'identification est acceptée dans le sens d'une possession par le sujet d'un bon objet pour que le sujet puisse l'assimiler. L'allergique, lui, ne possède pas les discriminations du bon et du mauvais objet. Ce qu'il veut, c'est n'être qu'un avec l'objet, qu'un avec l'autre, et peu lui importe le bon et le mauvais. Un allergique n'a qu'un désir unique et capital, se rapprocher le plus possible de l'objet jusqu'à se confondre avec lui, ce qui lui permet d'écarter tout conflit. Mais lorsqu'un objet hôte est choisi, le sujet allergique, de fait, en élimine d'autres. Et il va éliminer ceux qui vont trop s'éloigner de ceux qui représentent un certain idéal de lui-même. Par conséquent, le sujet allergique va s'identifier à chaque objet rencontré, qui peut être soit humain, soit animal, soit végétal, soit matériel. Le sujet allergique ne pourra s'en détacher qu'en s'identifiant à un objet nouveau, le changement d'objet venant interrompre immédiatement l'aménagement de l'objet précédent. Ainsi, le sujet peut désinvestir aussi vite un objet qui paraissait être tout pour lui au profit d'un autre, avec la même permanence de désir de fusion. Alors, cette facilité de changement d'objet a fait dire à Pierre Marty que le moi allergique est un moi théoriquement très faible, dont l'activité principale consiste en l'aménagement des objets.
Et cette apparente facilité projective déployée sur tous ces types d'objets, n'ayant pas de compensation introjective, vient masquer souvent la faiblesse théorique, cette faiblesse théorique du moi, alors que malgré tout, Pierre Marty avait constaté que nombre de ces sujets réussissaient sur tous les plans et nombre de ces sujets avaient une grande facilité à se tirer des mauvais pas. Donc, c'est une faiblesse tout à fait théorique du moi. Alors, pour Pierre Marty, toutes ces relations vécues sur ce mode par le sujet allergique ne sont en fait que des tentatives de recherche d'une fusion avec une mère, mais une mère qui n'est pas tout à fait la mère réelle du sujet, puisqu'elle est en partie idéalisée par le sujet. Pierre Marty ajoute qu'en poussant le trait, le mouvement identificatoire pourrait importer davantage au sujet allergique que l'objet d'identification lui-même. Ainsi, les mouvements d'investissement, de désinvestissement et de réinvestissement sur la perception d'objets extérieurs concrets, indifférenciés, interchangeables, ont pour but final de maintenir la perception de l'objet d'identité unique, à savoir maternelle, de façon permanente, mais non intériorisée. Alors, le versant régressif. Dès 1958, Pierre Marty va évoquer sa conception de la régression. Pour lui, c'est un concept fondamental dans la mesure où elle implique la reconnaissance d'un courant évolutif et contre-évolutif, selon la théorie évolutionniste de Darwin, qui est donc un postulat majeur dans la construction théorique de Pierre Marty de l'économie psychosomatique. Il va décrire 3 cas de figure dans lesquels la désorganisation somatique peut survenir, mais comme un point d'arrêt stabilisateur sur la route du mouvement régressif. Le premier cas de figure est celui où l'objet investi vient à disparaître subitement. C'est par exemple le décès d'un proche, d'un parent, d'un mari, d'une femme. Ici, le recours à un nouvel investissement est souvent possible après un temps de déséquilibre pendant lequel la régression peut être minime, si bien sûr l'objet disparu n'est pas l'objet unique. Le deuxième cas de figure est celui où l'objet investi révèle une qualité propre, nouvelle, qui va venir dépasser les capacités identificatoires du sujet. Cela va créer chez le sujet une grande désillusion en produisant une faille dans la carapace fusionnelle que le sujet ne va pas pouvoir surmonter. Mais là, de nouveau, un nouvel investissement d'objets va venir interrompre la régression. Le troisième cas de figure est celui où apparaissent des incompatibilités majeures entre 2 objets qui sont également investis par le sujet, avec lesquels le sujet séparément peut très bien s'identifier, mais qui ne peuvent plus être confondus. C'est par exemple la situation du conflit oedipien, où l'attachement à l'un des 2 parents équivaut à la suppression de l'autre et entraîne de fait un déchirement intérieur pour le sujet allergique. Donc ici, le sujet allergique n'a que peu de recours face à ces possibilités identificatoires qui sont donc dépassées et subit souvent un mouvement régressif important. Donc, selon le modèle de Pierre Marty, dans ces situations où les mécanismes de défense mentale, de désinvestissement, réinvestissement, donc tout à fait typiques, comme je viens de vous le dire, de la relation allergique, donc dans ces situations où ces mécanismes de défense vont céder, il va se produire un mouvement de régression stabilisateur vers une fixation archaïque. Et cette régression à une fixation archaïque peut donner lieu à la crise allergique qui va venir stopper la régression et protéger le sujet d'une désorganisation plus importante,
voire d'un état confuso-unirique ou d'une dépersonnalisation franche. Alors cette fixation, eh bien, Pierre Marty va faire une hypothèse, et ce n'est qu'une hypothèse qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie, c'est que cette fixation première pourrait être, chez l'allergie, prénatale, c'est-à-dire issue des relations du fœtus à la mère. Je le cite. Ainsi, un retour régressif s'opère chez l'allergique vers une fixation massive à un stade préobjectal, celui de l'indistinction primaire d'avec la mère. On notera quand même ici qu'il semble attacher peu d'importance au rôle objectif que la mère pourrait avoir et favorise plus la fixation interne, donc d'origine biologique, contrairement à ses successeurs dont je vous parlerai tout à l'heure. La régression somatique va se trouver stoppée dès lors qu'un nouvel objet pourra être investi par le sujet, ce qui permettra la relance des défenses mentales et la réorganisation somatique. L'ancien objet, dont la fonction pour le sujet est donc utilitaire, est alors quitté sans ménagement ni délai, à la faveur d'un mécanisme typique de fuite et d'éloignement, engageant chez le sujet le caractère et le comportement. Je cite encore Marty, le diagnostic d'une relation objectale allergique se fera essentiellement sur le contact du malade, sur sa nécessité immédiate d'identification, sur son désir visible de satisfaire le tout qu'il forme rapidement avec celui qu'il examine. L'allergique cherche profondément à faire plaisir à quelqu'un. Le repérage d'une telle relation d'objet allergique est important en raison de la réponse thérapeutique à y apporter et du pronostic qui peut parfois s'imposer. Alors, à cet effet, Marty va formuler des recommandations prudentes dans son article de 1958, d'une part concernant les indications d'analyse, du fait de la grande adaptabilité des sujets allergiques qui peut constituer un leurre pour le thérapeute, et d'autre part, sur le risque en fin de traitement de la reprise des manifestations somatiques. Donc, il nous invite plutôt à proposer une psychothérapie de face à face devant les patients qui présentent une telle relation d'objet donc allergique, en précisant, je le cite, le problème spécifique sera donc de montrer progressivement au patient, à travers ces fixations, les mouvements de réduction de son univers à cette fusion avec ces divers objets, et en particulier dans le transfert avec son analyste. Le fait de montrer au malade qu'il existe de son côté et que l'analyste existe, lui, d'un autre côté, est accueilli comme une véritable agression par le patient. Il faudra donc accomplir un travail progressif, toute brutalité de cette interprétation pouvant faire fuir le patient. Le patient fuira parce que, à ce moment-là, l'objet, l'analyste, se sera montré incompatible à la fusion. Cependant, en 1980, Marty précisera que la psychanalyse peut rester à la disposition de tels patients à leur fin de traitement de psychothérapie de face à face. Et celle-ci pourrait intervenir lorsque les sujets allergiques auront investi des objets extérieurs, sûrs et stables, correspondant au plus près à leur désir inconscient. Alors, l'apport du texte de 1969, note clinique et hypothèse à propos de l'économie de l'allergie, ne va absolument pas rendre caduque le texte de 58 qui va conserver toute sa pertinence. Ces deux articles sont espacés de 11 ans parce qu'ils représentent le temps qui fut nécessaire à Pierre Marty pour constituer une nosographie à proprement parler psychosomatique. Alors, il va y modifier un peu son axe devant le constat clinique qu'il a fait chez un certain nombre de patients,
présentant d'importantes manifestations allergiques, il ne retrouvait que partiellement ou pas du tout sa description de 1958. En s'appuyant sur les travaux qu'il avait menés entre ces deux articles concernant les régressions partielles et les désorganisations progressives, ainsi que sur les apports théoriques de Michel Fin, il va faire évoluer son modèle de relation allergique en l'inscrivant dans une conception plus globale de l'organisation économique psychosomatique. Cela va lui permettre de prendre en compte les cas qui n'entraient pas dans la sémiologie de la relation objectale allergique. Alors là, on va rentrer dans des notions un peu plus compliquées. Au final, donc, le système relationnel allergique va venir constituer un mode de régression qui peut avoir, selon l'économie et la dynamique évolutive de l'individu, une place d'organisation centrale de sa personnalité. Dans ces cas-là, il va nommer cela l'allergie essentielle, quand c'est en organisation centrale, ou dans des dynamismes latéraux ou parallèles. Dans les cas d'allergie essentielle, là, l'allergique essentielle est réactionnelle à tout, aussi bien au corps étranger qu'aux ruptures affectives, réelles ou figurées. Quand il s'agit de dynamismes latéraux, on se retrouve seulement avec quelques traits de la personnalité qui sont allergiques, et les crises allergiques qui peuvent apparaître semblent être plus en rapport avec des événements psychiques qu'avec la présence d'allergènes. Dans ces cas, l'analyse classique peut être indiquée, puisqu'ici, le sujet a un faisceau mental d'une grande richesse. Quand il s'agit de dynamisme parallèle, cela se révélera par la séparation marquée entre l'organisation psychique du sujet, où là, il y aura une absence totale des manifestations de caractère allergique, et la symptomatologie somatique qui apparaîtra. Dans ces cas, Pierre Marty pense que la thérapeutique appartient seulement au domaine du médical et que la psychothérapie ne présente guère d'intérêt. Alors, les successeurs maintenant. Donc, Michel Fin, lui, va s'écarter de la théorie de Marty sur les aspects hypothétiques que Pierre Marty a évoqués en disant que l'inscription de la fixation était à un stade prénatal. Lui, Michel Fin, il va s'appuyer sur les travaux de Spitz en avançant que les questions théoriques concernant la relation allergique font plus référence à une problématique de l'absence du deuxième organisateur de Spitz, c'est-à-dire l'angoisse devant le visage de l'étranger, et il suppose que le fonctionnement psychique de l'enfant continue selon les modalités du premier organisateur, à savoir le sourire à tout visage. Ainsi, pour Michel Fin, il va apparaître que la véritable dimension conflictuelle de la relation d'objet allergique, ça serait la lutte contre l'investissement maternel, inconscient maternel, qui désire la régression du sujet au narcissisme primaire. De fait, le patient va répéter un mode de relation qui hallucine sa lutte contre un objet qui désire le voir régresser au narcissisme primaire. Il va décrire également que dans la relation allergique, le mode de fonctionnement mental est essentiellement celui de la réalisation du désir. Seul ce qui est bon est admis et le surinvestissement massif du résultat de cette sélection du bon permet d'écarter toute trace du conflit oedipien. Mais contrairement à la satisfaction hallucinatoire du désir qui est déclenchée par l'absence de l'objet, ici, il s'agit d'un fonctionnement hallucinatoire qui s'active en présence de l'objet. Et à ce moment-là, l'activité mentale est proche de l'activité onirique. Pour Gérard Zweig, la personnalité allergique décrite par Pierre Marty peut se retrouver à tous les âges.
Si Gérard Zweig s'inscrit totalement dans la perspective théorique de ses prédécesseurs, au sens de l'absence du deuxième organisateur de Spitz chez les enfants allergiques, lui, c'est plutôt sur la conquête du troisième organisateur qu'il va s'appuyer, à savoir la capacité à dire non, qui pour lui est un rouage essentiel du fonctionnement psychique. En situation de conflit et inapte à le supporter, l'allergique ne peut pas dire non et il risque alors de faire une crise allergique. Je cite Gérard Zweig. Ce fonctionnement en crise a les caractéristiques d'un rejet physique, hors du corps, d'une excorporation, non d'une négation exprimée dans une relation objectale dirigée par le psychisme. Alors pour terminer cette présentation théorique, je vous dirais que Pierre Marty reste toujours d'actualité dans sa description de la relation d'objet allergique. Sa pertinence clinique qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle dans les contacts avec certains patients a permis un élargissement et un enrichissement de la pratique psychanalytique en complétant vraiment, en venant vraiment compléter notre boîte à outils du clinicien pour saisir au mieux le fonctionnement psychique du patient et pouvoir décider avec prudence du face-à-face ou du divan. Alors, certainement savait-il de quoi il parlait, et je finirai par ce clin d'œil, parce qu'il présentait lui-même de nombreuses manifestations allergiques. Voilà. Merci, au revoir.